Bonjour, aujourd'hui nous recevons Laurent Capelletti. Voilà. Bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. Nous recevons dans le cadre des entretiens de la Mouette toutes les semaines depuis 8 ans. Donc vous étiez venu déjà en 2017. Vous vous souvenez? Ah ouais, parfaitement, oui. J'avais mis une chemise camarguaise, je me souviens. Ouais. Vous êtes remis? Ah oui, j'ai mis du temps, hein, mais donc là, oui, je suis revenu 7 ans après le retour. Bon, alors 55 ans, voilà, Laurent. Donc le contexte aujourd'hui, vous êtes candidat, besoin d'Europe. 42e sur 81. Donc depuis, là, vous avez fait votre chemin politique, vous êtes passé chez Horizon. Aujourd'hui, vous êtes maire adjoint à Mogueux-Carnon. Professeur d'économie, CNAM, Arts et Métiers, École de commerce. C'est ça. Autre chose? Non, ça suffit. Hein, pour le CV? Déjà pas mal. 15-4 en tennis. Ah oui, 15-4 en tennis. C'est important. 55 ans, respect. Hein. D'autres sports? Ah ben non, je me concentre sur le tennis. On voudrait me faire jouer au paddle, mais le paddle, c'est pas un sport. Non, ça va me perturber mon jeu en tennis. Donc, ouais. Non, c'est pas du sport, c'est du jokari. Bon, avant de passer aux questions. À la Paillade, on supprime des équipements sportifs. Vous voyez, on reste sur le sport. Et Delafosse joue du violon à l'association Unisson. Vous connaissez l'association Unisson? De nom. C'est l'association qui fait le festival Arabesque. Bien. Voilà. On revient aussi sur le suicide là, de Vincent Honoré, requalifié en accident du travail. L'affaire qui agite le microcosme montpelliérain. Communautarisme, à Juvignac, l'attribution d'un terrain de foot tourne à la vendetta. Beaucoup de choses qui se passent. Toujours le sport. Hein. Toujours le sport, on est très sportifs, nous. Vous l'avez remarqué. Choses alors là, on vient sur la qualité de l'eau. Alors là, c'est catastrophique. Il y a eu un rapport là qui est sorti, qui a été publié il y a quelques mois dans le Canard enchaîné, qui disait que c'était pas bon. Et nous, on publie d'autres choses qui prouvent que c'est encore moins bien qu'on le pensait. Eh ben. Donc là, surtout pas boire d'eau, hein. Surtout pas boire d'eau au robinet. Non. Hein, mais vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Non, alors en revanche, en quantité d'eau, là, on est mieux. Hein. C'est dans le temps, là, voilà. Hein. Qualité, non, mais quantité, on est mieux. Vous pouvez prendre directement l'eau qui tombe du ciel, mais pas celle qui vient des profondeurs. Il faut préparer ses bassines, si vous voulez. Voilà. C'est un métier. Alors, on revient aussi sur le Mas-Dieu, prend le jus, Montarnaud, le blé. Voilà. Et un petit papier sur notre ami Ménard, qui est passé de la LCR au Rassemblement National, et maintenant il est en train de bifurquer vers les Républicains. Il a dit il y a quelques jours sur une chaîne de télé qu'en fait, maintenant il était républicain, qu'il fallait suivre le bel ami. Ah oui, c'est vrai. Vous l'avez vu passer, non? Alors j'ai lu ça ce matin, oui, effectivement, bel ami. Et il appelle à voter bel ami? Oui. Ah oui, bon, c'est très bien. Donc, vous êtes Horizon, vous êtes prof d'économie, vous êtes un peu dans la galaxie macroniste. Est-ce que prendre une note dégradée de Standard & Poor's, ça veut dire qu'on n'a pas fait le job? Vous attaquez fort, là. Bon alors c'est A à moins. Hein. Alors A à moins, vous vous souvenez, quand on était à l'école, A+, au-dessus de A+, il y a AA, A moins, A+, donc on est encore largement au-dessus de. Non, mais attendez, vous n'allez pas nous la faire comme ça. On est plusieurs fois dégradé là. Ouais, mais bon, les États-Unis, ils ont combien comme note? Vous savez? Vous avez regardé la note des États-Unis? Non. Voilà, ils sont à A moins, je crois. Enfin bon, ils comme sont nous, ou en dessous. Donc c'est pas un bon signe. Bon, après, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a plein de, ça peut paraître bizarre, mais en fait, il y a plein d'investisseurs qui cherchent à placer leur argent. Voilà. Et figurez-vous que la France reste un excellent pays pour placer son argent. Le deuxième truc, c'est comme pour nous, quoi, quand on s'endette. C'est-à-dire que la grande question, c'est est-ce qu'on peut rembourser sa dette? Voilà. Tant que vous pouvez rembourser votre dette, bon voilà. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que au niveau de vous, de moi, etc., ça va changer quoi que ce soit. Voilà. Donc espérons que effectivement les comptes vont se redresser par la croissance, voilà, parce que c'est comme ça qu'on redresse vraiment les comptes. Hein, c'est par travailler un peu plus, créer plus de valeur, et les ressources fiscales permettent
durablement en fait de les financer. Et pas par. On va pas parler de la gestion des déficits qui est catastrophique. Hein. Ben justement, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a en fait il y a trois solutions pour les déficits, c'est-à-dire soit on augmente les impôts, oui, la première solution, c'est pas bon, on a déjà essayé, on a très haut. Soit vous réduisez les coûts, donc vous licenciez des fonctionnaires, vous coupez dans les dépenses sociales. Ça, c'est pas bon non plus parce que ça provoque des manifestations, des jacqueries. Et puis, il faut être sûr quand vous coupez une dépense que cette dépense rapporte pas par ailleurs, quoi. Et donc, la meilleure solution, c'est de créer plus de valeur par le PIB, voilà, hein, en travaillant un peu plus, mieux, plus productif, etc. Et comme toutes les ressources de l'État sont assises sur le PIB, et ben, naturellement, ça vous remplit les caisses. Voilà ce qu'il faut faire. En attendant, demain, c'est les européennes, hein, ou après-demain, on va dire. Et, alors vous, en tant que professeur d'économie, pourquoi aujourd'hui le RN va-t-il écraser le match dans ces élections? Alors, moi j'ai une théorie, hein, c'est la théorie du cancre. Vous connaissez la théorie du cancre? Non. Bon, alors la théorie du cancre, c'est en fait, ça a démarré avec, on le voit avec les Trump par exemple. C'est-à-dire que il y a une prime pour celui en fait qui la joue anti-élite, anti-instruction, etc. Et donc ça attire les gens. Voilà, le fait d'être un cancre. Alors déjà, je pense que ça attire les cancres, déjà et d'une. Et puis deuxièmement, ceux qui ne le sont pas, c'est vrai qu'il y a une attirance pour les personnes qui disent on va renverser la table, on va arrêter, on a déjà tout essayé, il faut changer, etc. Donc bon, moi j'appelle ça la théorie de l'ordre. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a que des cancres au RN. Hein, ce que je veux dire, c'est que Bardella, c'est un vrai cancre. Hein. Alors ça, il n'y a pas photo. C'est pas un bon élève? Alors il joue au bon élève. C'est là qu'on reconnaît le vrai cancre. C'est-à-dire le vrai bon cancre, c'est celui qui est mauvais, qui travaille pas, mais qui s'habille bien, qui faillote et qui donne l'impression. Il y a un ministre qui a été dégradé par Standard & Poor's. C'est pas un cancre. Alors, c'est-à-dire qu'il est diplômé, donc, mais bizarrement, les gens le sentent que c'est pas un vrai cancre, parce que sinon il ferait autant que Bardella, le ministre qui a été dégradé. Il fait pas autant que Bardella. Donc ça veut dire quand même que bon voilà, et puis bon, la dégradation, on dégrade, ça regrade, bon ça va, ça vient, donc je reste optimiste là-dessus. Les cancres, c'est les autres. Non, alors attention, je suis pas en train de, j'ai beaucoup de respect pour les cancres. Hein. Attention. Alors je dis qu'il y a, mais c'est pas qu'en France. C'est quand même marrant quand même que il y ait autant de gens qui votent pour des gens qui parlent mal, qui racontent n'importe quoi, qui critiquent la connaissance, l'éducation, l'instruction, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc voilà, il y a une prime. Moi, c'est la prime, la prime à la concrétude, je trouve. Voilà, donc on se rend compte qu'aujourd'hui, la radicalité, c'est les 2 tiers des Français qui la plébiscitent. Exactement. Est-ce que c'est l'enterrement du ni droite ni gauche? Non, parce que sinon, si vous dites ça, moi, il faudrait que je m'enterre moi-même, quoi. Non, 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 au contraire, alors c'est peut-être mieux expliqué le ni droite ni gauche, mais de toute façon, moi, je m'en rends compte dans ma commune. On est sans étiquette, il y a des gens plutôt de droite, des gens plutôt de gauche. Bon, voilà, il y a un sujet qui arrive, on démarre avec nos sensibilités, puis on essaie de trouver, et hop, on trouve la solution consensuelle. Donc pour moi, ça reste la solution, en fait. Il y a certains problèmes, effectivement, il faut être un peu plus à gauche, plus social, on va dire. Il y a certains problèmes, il faut être un peu plus à droite. Moi, je suis très partisan, en fait, on garde nos sensibilités, on les affirme, mais on bosse ensemble. On n'en a pas parlé, si on a parlé beaucoup de sport, en fait, au début de l'entretien. C'est comme une équipe de foot, quoi. Il y a des gens à droite, à gauche, etc. Et est-ce qu'il y a une façon... Il y a des ailiers droits, des ailiers gauche. Voilà, il y a même des centristes. Hein, on appelle ça les libéraux, les libéraux, voilà, etc. Donc non. En revanche, je pense que la radicalité nous conduit à l'enterrement. Alors ça, c'est sûr. Parce qu'à l'époque, il y a 30-40 ans, il y avait combien? Il y avait même pas un tiers de la population qui était dans la radicalité. Aujourd'hui, il y en a les 2 tiers.
Il y a les 2 tiers des votes qui sont dans la radicalité. Alors en fait, moi je pense, peut-être que je peux me tromper, hein, je pense qu'on a toujours un fond, si vous voulez, un fond important de personnes, on va dire radicales. Bon, le Parti communiste historiquement en France a été très élevé. Je vous refais pas des leçons d'histoire sur l'extrême droite, le pétainisme. Enfin bon, on avait quand même beaucoup de Français qui étaient quand même de ce côté-là. Mais on a eu des hommes politiques de talent. Quand on regarde qui rassemblait le général de Gaulle, il y avait même des gaullistes de gauche. Vous vous souvenez? Enfin non, vous n'étiez pas né, mais il y avait des gaullistes de gauche. Quand on regarde finalement Mitterrand, ce qui réussissait à rassembler, ça allait quand même de gauche très très dur jusqu'à des gens qui maintenant sont vraiment à droite. Chirac, ça a été pareil, Sarkozy, ça a été pareil. Donc on a eu, si vous voulez, des hommes et des femmes politiques de talent qui finalement, en étant sur une étiquette dans un camp, réussissaient quand même à agréger, si vous voulez, finalement à chaque fois, alors centre-gauche jusqu'à la droite, hein, ou l'inverse, centre-droit jusqu'à la... Voilà. Et ça devient plus difficile de faire ça. Voilà, ça devient plus difficile de faire ça, mais je pense qu'il faut rester sur cette voie-là. Donc il faut parler aux radicaux. Il faut leur expliquer pourquoi ça conduit au chaos. Il faut leur expliquer qu'on a besoin au contraire de dialogue, de modération pour régler les conflits dans le monde, etc. Il faut continuer. Je pense qu'on ne leur parle pas assez, en fait. Le fait de dire, quand je dis Bardella est un cancre, en fait, c'est pas comme ça que je vais le combattre, en fait. Ça, on discute entre nous. Pour le combattre, en fait, faut lui parler, faut dire ce qu'on fait, faut parler à son électorat, faut expliquer pourquoi c'est pas bien et pourquoi ce qu'on fait c'est mieux. Même chose dans la radicalité de gauche, écologiste, etc. Je trouve il faut reparler à cet électorat, à ces 60% effectivement de gens qui, quand ils vont voter, spontanément votent radicaux, soit gauche, soit droite. Alors vous remplacez Irène Tolleré, là, qui était 9e en 2019. Donc à une place de témoignage. Pour être élu sur votre liste, il faudrait que vous fassiez 45%. C'est ça, oui. Ouais. Bah, il reste une semaine, je reste optimiste. Hein. Donc vous êtes annoncé à 15%, donc on peut espérer. Ouais. Est-ce que l'Hérault est considéré comme perdu par l'état-major macronien? Non, alors, quand on regarde dans le détail, en fait, alors déjà, on pourrait se demander, mais que faire sur une liste, en fait, quand on est sûr de pas être élu? Ben justement, c'est là où c'est une éthique. Au contraire, on devrait dire bravo Laurent Capelletti. Enfin, voilà quelqu'un qui est sur une liste, en fait, il est sûr de pas être élu, il se bat, etc. Donc c'est déjà quelque chose qui ne sert à rien. C'est la beauté du. Ah non, en termes électoral personnel, vous voyez. Donc et éthiquement, c'est déjà valorisant. Deuxièmement, c'est une équipe. Donc, c'est-à-dire que les têtes de liste, ceux qui ont des chances d'être élus, et effectivement, c'est compte tenu des scores qui sont prognostiqués. Moi, je pense qu'au bout du compte, compte tenu des derniers jours, des dernières semaines, on sera plus proche de 20%. On reviendra après. Bon, de toute façon, on est sur un système de proportionnel quasiment intégral, donc on va dire que c'est les 20 premiers, les 22 premiers qui ont des chances effectivement d'être députés. Mais nous, on est avec eux, on discute avec eux, on leur fait passer des idées, et ensuite, quand ils seront élus, on continuera. Donc il y a un intérêt, si vous voulez, de jouer un rôle, j'allais dire, d'idées, d'être sur le terrain, de les remonter, qui continuera. Donc ça, c'est très intéressant. Vous êtes gonflé à bloc, parce que les sondages, ils annoncent 15%, vous voyez à 20%. Non, j'ai dit que, au mieux, j'espère, compte tenu du retournement, peut-être que le RN, moi, ça me surprend toujours quand même. Je me dis, mais merde, c'est pas possible. Enfin, 33-34% pour Bardella. Donc, il y a 5 ans, parce que en fait, le RN, c'est pas d'aujourd'hui qui gagne les élections européennes. Hein. Les 3 dernières, ils les ont gagnées. Et systématiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient annoncés à ça et ils se sont effrités de 3-4% au résultat final. Donc j'espère que ça va être la même chose. C'est pour ça qu'on continue à rester actif jusqu'au bout, quoi. Donc au niveau local, on revient là. Donc, alors 8, en fait, je suis seul candidat de l'Hérault, mais sur l'Occitanie, nous sommes 7 colistiers d'Occitanie. Donc, vu qu'il y a 13 régions, hein, vous voyez, 13 fois 7, bon, ça dépasse les 81. Donc, non, c'est pas perdu, on est bien représenté, et en particulier, vous les connaissez, on a des forces vives et actives hein, sur le territoire de l'Hérault. On va dire dans la majorité présidentielle. Donc, revenons, Irène Tolleré était 9e, c'était une proche de Dany Le Rouge.
Donc remplacer une proche de Danilo Rouge par un membre d'Horizon, est-ce la preuve que la majorité présidentielle se droitise? Non, parce que bon, d'une part, on remplace pas Irène Tholeret. Oh, Mais non, voilà, elle est irremplaçable. ah si, quand même, c'est vous qui la remplacez. Non, Assumez. ça s'est pas fait comme ça, sinon j'aurais été 9e. Donc non, non, je la remplace pas. Irène, tout de suite, je me suis rapproché d'elle il y a 5 ans. On avait les mêmes positions sur l'agriculture, c'est-à-dire essayer de faire la croissance verte en fait. C'est-à-dire comment on concilie le développement de l'agriculture avec la protection de l'environnement. Donc on est exactement sur la même ligne. Non, je crois qu'elle l'a expliqué elle-même, c'est-à-dire que bah, c'est quelque chose qui est engageant. Quand on est professionnel, ce qui est mon cas aussi d'ailleurs, hein, vous le savez, universitaire, elle était chef d'entreprise, maire, etc. Voilà, elle a dit, bon, j'ai fait mon mandat, je laisse la place, etc. Donc voilà, elle s'est retirée. Mais sur les positions européennes, je peux vous assurer que nous sommes tous des Irène Tholeret, quoi. D'accord. Voilà, ouais. Donc, bon, sur la ligne de Renaissance, là, j'ai regardé les gens qui sont avec des noms de consommation étrangère, enfin, voilà, de la diversité. Donc, chez vous, il y a le premier, il arrive à la 36e place, c'est Aziz Kali. Alors que chez le cancre, il a pris une Algérienne numéro 2, dont je me souviens plus le nom. Et alors à LFI, dans les 5 premiers, il y en a 4. Ben voilà, alors moi je m'appelle. Vous m'avez pas compté moi. Oui, mais bon. Bah, et pourquoi vous voyez? Capelletti. La diversité, j'ai pris. Bah oui, je suis d'origine italienne. Oui, mais bon. Bah, bon, bref. Je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Bah, enfin, en tout cas, mais surtout mes grands-parents, effectivement, ils étaient vraiment dans la diversité, hein, ça c'est sûr. Mes parents un peu moins. Bon, moi, on peut dire que non, quoique le nom quand même. Bon, regardez s'il y a beaucoup de noms à consonance italienne ou etc. quand même. Ah oui. Ouais. Non, bah écoutez, là-dessus, on doit faire des efforts. Qu'est-ce que je vous dise, hein, voilà, le RN est sans doute malin puisqu'il a quand même un discours, parce que faire partie des Français d'origine, on va dire, étrangère récente, quoi, hein, d'émigration, vu le discours anti-émigration, ultranationaliste, sous chien du RN. Enfin, moi, je ne sais pas comment ils réussissent à convaincre des personnalités d'origine étrangère de faire partie de leur liste, mais ils y réussissent, donc bravo à eux. Et nous là-dessus, si on n'est pas sur ce niveau-là, si on est en retard ou pas, c'est pas bien. D'autant plus qu'à l'origine, il y avait beaucoup de personnes de la diversité qui étaient dans la bulle un petit peu macroniste. Et oui, on a l'impression qu'ils ont été un peu dispersés. Alors après, c'est peut-être aussi, et pourtant justement, c'est-à-dire que au niveau politique, programmatique politique, on reste bien nous sur cette logique qui est d'essayer de concilier émigration, mais aussi avec réalité, acceptation, de concilier ça en même temps, quoi, moi qui me semble essentiel. On peut pas accueillir tout le monde, mais il faut accueillir quand même, pour des raisons économiques, éthiques, et de toute façon parce que on n'est pas sur une île, il y a des guerres très très proches près de chez nous, d'ailleurs instrumentées par des gens qui veulent justement qu'on soit embêté par ces vagues migratoires. S'il n'y avait pas l'Europe, on dit oui, on envahit l'Europe, elle fait rien. S'il n'y avait pas l'Europe, en fait, on serait, alors là pour le coup, complètement dans l'incapacité de gérer tout seul avec nos petits bras musclés ces vagues migratoires de gens qui fuient des conflits, des guerres ou la pauvreté, etc. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, effectivement, nous devrions avoir plus de. Ça veut dire je sais pas, il faut qu'on fasse plus d'efforts à ce niveau-là. C'est clair. Il y a rien à dire. En 2019, votre liste a obtenu 20%, un peu plus de 20% à Boggio. Est-ce que vous pensez faire mieux dimanche? Non, alors, ce qui se passe, c'est que les européennes, en fait, ça ressemble d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, hein,
puisque le deuxième tour, il n'y a pas de deuxième tour, mais un espèce de premier tour de présidentiel, parce qu'il y a tellement de listes, c'est vrai qu'on va avoir 37 listes. Oui, je sais. 37 listes. Donc de toute façon, les scores qu'on fait, les scores de deuxième tour, Emmanuel Macron autour de 60% au deuxième tour de présidentiel, c'est complètement inaccessible. Hein, donc là, on a sur la liste Glucksmann, on a quand même pas mal de macronistes de gauche qui se disent sur les européennes, allez, on va retourner, même si la liste Glucksmann était avec la NUPES, etc. Mais bon, là, il n'y est pas. Donc, vous voyez, donc il y a donc naturellement, c'est tout à fait normal. Les scores sont plus bas, en fait. Vous avez des camarades qui ont glissé sur la liste Glucksmann? Qui s'interrogent, qui se disent, mais tiens, pour les européennes, de toute façon, ça va changer quoi? Vu qu'il n'y aura pas de conséquences, de toute façon, au niveau national, ça a été dit et répété, et c'est vrai qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire des européennes. Donc, voilà, j'étais socialiste, j'étais plutôt de gauche, j'ai rejoint Macron. Voilà, pour les européennes, Glucksmann, bon d'accord, il est NUPES, on s'interroge, etc. Mais voilà, il y a une hésitation. Qu'est-ce qui vous différencie de la liste de Glucksmann? Alors, alors justement, dans le débat, et puis j'ai beaucoup discuté avec Michel Cappelletti, que je salue d'ailleurs, qui est mon oncle, et qui est un soutien de la liste Glucksmann sur Montauban, voilà. Et donc j'ai eu des débats avec lui, je lui ai dit, mais tonton, qu'est-ce que... Alors, il m'a expliqué le programme, et après j'ai fait des débats. Il y a une grosse différence en fait au plan politique-social, donc sur la liste Glucksmann recycle, il faut faire payer les riches pour financer en fait la transition écologique. Voilà. Donc avec des propositions de taxes qui sont complètement inapplicables, puisque les autres pays n'en voudront pas de toute façon, et comme je vous l'ai expliqué d'entrée, qui ne sont pas la bonne solution pour financer la transition. La transition, ça ne se finance pas soit par des augmentations d'impôts, soit par des réductions de coûts dans les services publics, ça se finance par la croissance verte. Voilà. Donc c'est une grosse différence. Après, vous voulez pas faire payer les riches? Ils payent déjà beaucoup. Alors, en France, ils payent déjà beaucoup, en fait. Et Glucksmann, il veut faire payer les riches. Moi, je préfère créer plus de valeur. Voilà. Fondamentalement, en tant qu'économiste, c'est par plus de valeur. Aujourd'hui, la valeur s'échappe. On crée de la valeur et puis les GAFA, ils payent 2% d'impôts. Après, alors, justement, donc là, mais ça, c'est pas les ultra riches, ce sont les GAFA, etc. Et on a mis en place, effectivement, un système, en fait, pour qu'ils payent au moins 15% d'impôts sur les sociétés. 15%, c'est pas loyal par rapport à ce que payent les entreprises qui sont natives. Bah oui, mais quand vous avez, en fait, des entreprises, en fait, qui sont internationalisées et qui sont sur plein de terrains de jeu différents, les sites qui sont sur les terrains de jeu affiliés payent l'impôt du pays. Mais en revanche, quand votre siège social il est à tel endroit, vous payez la fiscalité de là où est votre siège social. C'est normal, on ne peut pas non plus, etc. Donc 15% c'est un minimum, il faut peut-être faire plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous taxez des GAFA ou quand vous taxez des hyper riches, de toute façon à la fin, il y a peut-être un argument, on va dire, éthique, d'équité, etc. Mais vous taxez une valeur qui est déjà créée. En fait, vous ne créez pas de valeur. Vous ne créez pas de valeur. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et pour qu'on s'en sorte, il faut que nous créions plus de valeur verte pour financer ces transitions, etc. C'est mon point de vue. Alors, aujourd'hui, la 9 est bloquée par des agriculteurs espagnols et français. Est-ce que c'est un signe au niveau crise agricole d'échec? La crise agricole, c'était il y a peu de temps, j'ai l'impression. Qui est une nouvelle crise aujourd'hui, c'est étonnant. Quel est votre regard? Tout ça, c'est des symptômes. Enfin, la perfection, ça n'existe pas. Finalement, la vie, c'est une succession de crises dont on sort au mieux. Et là, on est effectivement, concernant l'agriculture, l'agriculture est le lieu de transition majeure, massive, qui tombe tout en même temps, quoi. Hein, donc écologique, géopolitique, économique, environnementale, etc., etc.
Donc, qu'il y ait des crises, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut, c'est savoir les gérer, les dépasser. Donc, il faut dialoguer, écouter et trouver les arbitrages. Mais le fait qu'il y ait des crises, enfin, c'est là aussi dans le discours des extrêmes qui est à contester. C'est-à-dire, oui, regardez, c'est la crise, ça veut dire que ça marche pas, etc. Bah non, c'est la vie, quoi. Voilà, la vie, c'est pas une statique. Il y a plein de mouvements, il y a plein de nouveautés, il y a plein de transitions qui se télescopent. Et donc, ça provoque des crises. Et crise, ça vient du grec, crisis, qui veut dire décider. Voilà, les Grecs anciens avaient bien compris ça. Et donc, quand il y a une crise, on négocie, on discute et on essaie de trouver un chemin pour en sortir jusqu'à la prochaine crise. Voilà. L'agriculture, ça a été beaucoup dit, mais je veux quand même le répéter, sans l'Europe, parce que là aussi, c'est dans l'absolu, oui, ça pourrait aller mieux, mais s'il n'y avait pas eu l'Europe, dont nos agriculteurs ont énormément bénéficié. Ouais. L'Europe s'est construite autour de la politique agricole commune. Hein. C'était la seule politique commune au départ. Il y a un chiffre qui le montre bien, c'est que en moyenne, par exploitation, les subventions européennes, c'est 40 000 euros par exploitation. Mais avec des disparités énormes. C'est-à-dire que certaines sont à 2 000, 3 000 euros par an, alors que d'autres sont à beaucoup plus. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. À combien jugeriez-vous le résultat du cancre là comme un échec pour le président? À quel pourcentage? Pour moi, enfin, il n'y a pas d'impact national. C'est-à-dire que plus il sera haut, plus ça embêtera Marine Le Pen. Alors c'est pour ça que je prie pas pour qu'il soit le plus haut possible. Hein. Plus il sera haut, est-ce que ça aura un impact sur Emmanuel Macron? Il l'a dit, enfin ça n'aura pas d'impact. Alors maintenant s'il fait 50% des voix, bon d'accord, hein, mais s'il est dans les eaux de la dernière fois, dans les eaux des sondages... S'il dépasse 35% par exemple. Alors, on est en politique fiction, quoi, donc ça se courra. Voilà, après ça dépend, nous combien on fait, c'est-à-dire que s'il fait 35, que nous on est dépassé par la liste PS et on est dans les limbes, là c'est sûr que ça va secouer. Hein, donc, mais après en termes de conséquences, je veux dire, les deux sont... Et puis alors le pire, c'est... Parce que là on raisonne, c'est une élection européenne, donc il faut raisonner franco-français, c'est-à-dire que s'il est haut chez nous, mais que dans plein d'autres pays, l'extrême droite est haute aussi, en capacité de faire une minorité de blocage, alors là, c'est pas à souhaiter, hein, mais alors là, les Français se rendraient compte en fait de la grosse bêtise. Hein, parce que si on a des minorités de blocage pour faire les plans de relance de 1000 milliards, pour faire les plans de vaccins, mutualiser les dettes, être solidaire de l'Ukraine contre les Russes, et qu'on l'est plus, alors là, notre vie quotidienne, là, ça va être impacté. Hein. Ouais. Alors, revenons un peu sur Horizon avant de clôturer cet entretien très intéressant. Est-ce que Horizon, donc Édouard Philippe, peut-il parler à la jambe gauche de la Macronie? Oui, mais oui, vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Pour moi, je ne le sais pas, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il soit audible. Ah si, alors dans son parcours, comme moi d'ailleurs, il a démarré rocardien. Et en fait, finalement, l'évolution, notamment du contexte, notamment concernant le rapport au travail, concernant aussi la nécessité de mieux gérer, de façon humaine, mais de mieux gérer les migrations, etc., a conduit en fait à une évolution vers le centre droit. Voilà, vers le centre droit. Mais avec cette capacité, comme on le fait à Maubio, avec cette capacité, voire cette envie de travailler avec des gens qui gardent une sensibilité de gauche. Voilà. Donc non, je crois qu'Édouard Philippe, très franchement, parle aux gens, on va dire, de droite classique, de centre droit, et a une très bonne capacité à parler. D'ailleurs, le documentaire, vous l'avez vu, le documentaire sur Édouard Philippe, était tourné en fait par un de ses meilleurs amis qui est un journaliste de gauche. D'ailleurs le documentaire s'appelait Édouard, mon ami de droite, fait par quelqu'un de gauche, donc il y a cette capacité à parler, dans certains cas à pas être d'accord,
mais en tout cas à vouloir dialoguer avec des gens de gauche. Donc je pense qu'il a entendu. Ouais. Est-ce que vous serez candidat aux prochaines municipales à Montguiot? Alors si mon maire se présente, non, je suis très bien. J'ai beaucoup de plaisir Et au cas où à il se présente travailler. pas, parce que ça fait plusieurs fois qu'il se présente, Bah là, il commence à être un peu... Là, on verra, on discutera. Je peux pas vous dire, hein, mais Est-ce que vous avez des nouvelles de Coralie Dubos? Pourquoi vous me demandez ça? Bah, comme ça, C'est quelqu'un que je j'appréciais. pose des questions. C'est quelqu'un que j'appréciais. J'aimais bien l'énergie, son tonus. Je l'avais vu juste un peu avant. On avait pas mal discuté de son juste avant que sa malheureuse affaire la prive de pouvoir candidater aux élections législatives. Je l'ai revu à 2-3 reprises. Je crois qu'elle a tiré un trait. Elle a tiré un trait sur. Elle est sur Paris. Elle a tiré un trait sur sa carrière politique. Et je pense que ce qu'elle vit actuellement lui donne beaucoup plus de satisfaction que ce qu'elle a vécu, quoi. Voilà. D'accord. Mais c'était quelqu'un je trouvais, de valeur, et puis une femme jeune, etc. On en a besoin. Ouais. Alors aujourd'hui, là, la politique métropolitaine, là, pour les prochaines élections municipales, là, qui sont dans 2 ans, ça se rapproche quand même. Il y a beaucoup de femmes qui sont au portillon. On va dire ça comme ça. C'est bien, c'est bien. Donc il y a Osiol de LFI, Miralles, la notaire Perrin, votre ami Janin. Est-ce que vous pensez que la métropole serait mieux gérée par une femme? La métropole de Montpellier, vous n'y êtes pas dedans, donc... Non, bah, je vais éviter quand même les commentaires déplaisants, mais je dirais que Montpellier a eu une mère femme. Oui. Il y a pas tellement De longtemps. qualité? Est-ce que c'était mieux géré qu'un homme? Donc je pense que c'est pas homme et femme, c'est pas la garantie que ce soit mieux ou pas mieux. C'est plus une histoire j'allais dire de tournée, de rotation, et d'avoir une sensibilité, j'allais dire différente, avec un peu moins de... Il y a plus d'humanisme peut-être dans une gestion féminine. Alors si vous prenez Margaret Thatcher ou Marine Le Pen, c'est pas sûr. Hein. Donc, mais on va dire que globalement, il y a une sensibilité. Il y a plus de sensibilité. Il y a une sensibilité globalement. Assurément, il y a une sensibilité féminine qui n'est pas la même que la sensibilité globalement masculine. Voilà. Comment vous voyez aujourd'hui la municipalité de Montpellier? Oh, je connais pas très. Moi, je m'intéresse beaucoup, en fait, à, vous le savez, tout ce qui est économie, donc l'absentéisme, plutôt le management. La gestion, par exemple, de l'absentéisme à la métropole de Montpellier. Je dirais qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors, j'envoie des notes, je fais des articles, vous me lisez, hein, dans Le Monde, Les Échos. Modestement, je montre des exemples quand même de communes qui, sans transformer, évidemment. 40% d'absentéisme. Et quand vous valorisez ça en budget évaporé, qu'est-ce qu'on pourrait financer de choses? Je sais bien, donc bon, j'espère que... il me semble que le maire actuel a pris conscience du problème. Il faut maintenant basculer sur... Mais c'est pas simple, hein, c'est sûr que c'est pas simple à sa décharge. Donc, sur ces sujets-là, j'écris, voilà. J'écris, j'envoie mes ouvrages. Il ne vous demande pas conseil? Non. Non. Malgré vos excellents articles qui sont diffusés. Alors nous sommes abonnés sur... Alors par ailleurs, moi j'aime bien, il y a tout un pan de lui que j'aime bien, évidemment, hein, tout ce qui va concerner la culture, etc. Mais c'est vrai que sur la gestion de la culture, Montpellier, capitale de la culture. Voilà. Vous avez bien aimé? Non, pas ça. Non, mais franchement, il y a des communes, y compris de gauche, qui font quand même beaucoup mieux, et c'est vrai que ça rejaillit après sur le citoyen, parce que ça fait tout cet argent en fait qui finalement est évaporé, on peut le mettre après au profit du citoyen. Donc là il y a mieux à faire. Voilà. Après j'en dirai pas plus, je connais pas, effectivement. On a déjà beaucoup de travail à Montguiot-Carnon, hein, et puis au sein de l'agglomération du Pays de l'Or, il y a beaucoup à faire. Très bien, je vous remercie. Merci. Yeah.